4 ans. Ça va faire 4 ans que je crée du contenu et que je le publie sur Internet. Et si je suis honnête avec moi-même, mes stats pour 4 ans de création, elles sont vraiment pas bonnes. Par exemple, sur Instagram, j'ai 11K. Sur TikTok, 17K. Et sur YouTube, 3K. Donc franchement, pour 4 ans de création, c'est pas très bien payé. Il y a des gars, on les voit sortir de nulle part. Et en quelques mois, ils plient le game, ils font des centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, ok, c'est des choses qui arrivent. Tous les créateurs qui bossent assidûment ne vont pas être récompensés forcément, on va dire, à l'échelle de leurs efforts déployés. Mais pour autant, même si tu vois mes stats sont pas folles, la création de contenu actuellement me permet de vivre. Elle permet de faire tourner mon activité de coaching et elle me permet aussi de me générer en fait des opportunités juste incroyables que j'aurais jamais cru possible. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de mon expérience, de mon parcours, quels sont les premiers contenus que j'ai créés. J'ai également fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions sur la thématique. J'ai des bonnes questions qui sont revenues, donc j'ai noté des mots-clés sur mon PC pour pouvoir un petit peu avoir un petit chemin, un petit fil rouge. Franchement, je me régale à l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de trucs. La création de contenu, ça fait 4 ans que j'en fais. C'est quelque chose qui me passionne. Et donc, il y a des choses à dire. Et je terminerai même par une anecdote assez marrante. On m'a demandé pour un court-métrage de me faire étrangler pour 150 €. Je t'en dis pas plus, ce sera l'anecdote de la fin de vidéo. Pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai fait mes premières vidéos? Qu'est-ce qui m'a fait commencer à me filmer en fait? Parce que c'est vrai que se filmer et le publier ensuite sur Internet, ça te fait passer du rôle de spectateur au rôle d'acteur. Et ça, c'est bizarre. Parler à une caméra, c'est pas naturel, c'est bizarre. S'exposer ensuite, voir tes potes, voir tes vidéos, sachant que tes premières vidéos, souvent, elles sont pas quali du tout. Niveau élocution, t'es pas bon. Niveau cadrage, t'es pas bon. Niveau montage non plus. Au niveau des sujets de vidéos et puis même de l'élocution, de la façon dont tu vas faire la narrative, pas grand-chose est bon. Donc le début, c'est plus difficile parce qu'en fait, tu mets ton ego de côté et tu acceptes que les gens vont te voir, on va dire, à un niveau 1, tu vois. Et c'est normal. C'est comme dans Pokémon, tu commences niveau 1, tu grindes, tu prends l'XP de l'XP et tu finis niveau 100. C'est pareil, il faut passer par le niveau 1. C'est douloureux, c'est chiant, c'est la ceinture blanche, mais t'es obligé. Si tu veux progresser, t'es putain d'obligé. Et ce qui m'a fait commencer les vidéos, c'est tout simplement que pendant une période de ma vie où en fait j'étais full développement personnel, voilà, je suivais des créateurs de contenu type Emilio Abril, alors Eric Flag, Elio Villamugno, ça c'est mes grosses sources d'inspiration, Mathias Montavon aussi, et puis c'était des créateurs de vidéos qui avaient leur entreprise à côté, et en fait toute cette essence de liberté, parce que c'est leur activité du coup qui est propulsée par la création de contenu ou même la création de contenu est leur activité principale, cette liberté de pouvoir créer ton quotidien, de faire des trucs qui te font sens et tout, je me suis dit mais en fait c'est trop bien, il faut que je commence à créer du contenu. Et en fait je me suis posé la question, je me suis dit ok, la création de contenu ça peut ramener des revenus, mais en fait l'étape quand même de se filmer, il y a le son, l'image, le montage, il y a beaucoup de choses à gérer et je me suis dit en fait putain est-ce que c'est pas une marche trop grosse à passer? Tu passes d'un gars qui regarde juste des vidéos à un gars qui veut faire des vidéos. Le gap est quand même assez énorme en soi, même si tu as juste à appuyer sur un bouton et publier ensuite, mentalement ça fait beaucoup de choses à appréhender et je voulais faire les choses bien. Et du coup je me rappelle avoir eu cette discussion avec ma chérie, je lui ai dit mais à ton avis c'est quoi le mieux? Que je commence peut-être par des podcasts, juste un enregistrement audio que je publie sur Spotify ensuite, ou est-ce que je commence direct par les vidéos? Elle m'a dit qu'est-ce qui est monétisable? J'ai fait les vidéos. Elle m'a dit fais les vidéos. Du coup, je l'ai pas écouté, j'ai commencé par les podcasts. En fait, je me suis dit, à ce moment-là, si je maîtrise l'audio, si je maîtrise ma voix, si je deviens bon, justement, en narration, si j'arrive à progresser en élocution, ça me fera un putain d'avantage quand je commencerai la vidéo. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai commencé, mes tout premiers contenus, c'était des podcasts. Et alors, c'était vraiment pas un podcast vidéo, c'était purement et simplement une liste audio que je lançais. Je m'étais acheté, je te les ai déjà montré dans une autre vidéo, des micro-cravates que j'accrochais ensemble, parce que du coup, sinon, les deux sorties faisaient un son bizarre. Et en fait, j'étais comme ça, avec mon petit micro, et j'ai fait des podcasts sur plein de sujets. Au début, je parlais beaucoup de développement personnel. Je parlais un petit peu de leçons que j'avais apprises. Alors, j'avais 18 ans à l'époque, donc on va dire que c'était beaucoup aussi en fonction de mes lectures, tout ça. Je parlais de plein de choses, en vrai, c'était cool, je me rappelle, j'aimais faire ça. Et ça m'entraînait justement à créer une idée, à créer un fil rouge, à parler, m'exprimer. Et j'ai fait ça pendant, je pense, à peu près 6 mois. 6 mois où j'ai publié peut-être plus d'une vingtaine, voire trentaine d'épisodes.
Petite pause fraîcheur, on est en été, c'est important de s'hydrater. Et peut-être que tu le sais, parce que j'en ai déjà parlé en vidéo, après j'ai commencé à faire du coaching gratuit, donc l'URSSAF, vous pouvez pas me tomber dessus, c'était à but non lucratif, c'était pour me faire la main. Et ce coaching gratuit, en fait, je le gérais depuis un compte Snap professionnel. Alors, professionnel, j'avais 2 comptes, j'avais un compte perso, un compte pro. Mais Snap, c'est clairement pas pro. J'y repense quand même, tu vas en coaching, même si c'est gratuit, le gars il t'ajoute sur Snap, ça fait cheap, je suis désolé, ça fait cheap. Et donc j'avais ce compte Snap Pro sur lequel j'avais tous mes coachés, que je coachais gratuitement encore une fois. Et ce que je voulais, en plus de ce que je leur donnais en termes de programme, nutrition, tout ça, c'est créer des petits contenus que je mettrais en story pour qu'ils puissent le voir. Et c'est là que j'ai commencé à me filmer un peu. Et pour te dire, les premières vidéos que j'ai faites, c'est avec un iPhone qui n'était pas le mien. Je remercie encore Thomas. Thomas, vraiment, t'es le frérot, t'es le GOAT. On en avait parlé ensemble, il m'avait dit « Écoute mec, je sais que ton téléphone il est pas fou. » Et c'est vrai, j'avais un téléphone vraiment claqué niveau qualité. Si tu veux, j'ai un vieil iPhone dans lequel je l'utilise plus. Donc prends-le. Et il me l'a donné. Alors, le téléphone tenait pas la batterie. C'est-à-dire que j'étais tout le temps obligé de le charger, sinon ça tombait, ça mourait. Mais c'était, je crois, un iPhone 5, si je dis pas de conneries. Je crois que c'était ça. Et mes premières vidéos, je les ai filmées avec ça. Et ça a fait qu'en fait, j'ai commencé à filmer avec ça juste pour les stories. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, c'est con de pas essayer sur Insta et TikTok. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je les ai postés. Sur Instagram, comme je l'ai déjà raconté, il y a eu un gros pic à un moment, puis après Instagram m'a bloqué parce qu'ils ont cru que j'étais un robot. Après, ils m'ont débloqué, j'ai pu continuer un petit peu à lancer le contenu, etc. TikTok, c'était très poussif au début, vraiment peu de vues. Après, c'est monté petit à petit. Puis actuellement, là, ça fluctue. Il y a un coup, je fais un peu de vues, un coup, pas du tout. Voilà, c'est TikTok, on dira. Mais du coup, voilà comment j'ai créé un petit peu mes premiers contenus. J'ai commencé par du podcast, je suis passé à la vidéo. Et très récemment, j'ai essayé un petit peu de faire un petit arc YouTube. Alors, pas nécessairement, je pense, quand je dis ça, à la chaîne secondaire que tu es en train de regarder, parce que là, tu es sur les bonus de Tristan. C'est une chaîne secondaire sur laquelle, en fait, je crée sans prise de tête. Je vais en parler un petit peu aussi de comment est-ce que je scinde ça dans ma tête, de la création sur laquelle je me focus, j'essaye de faire du résultat, et on verra que c'est pas toujours le cas, et le contenu plutôt, en fait, que j'ai envie de faire, parce que ça me fait plaisir de le faire, et sans pression. En fait, j'ai commencé à faire un peu plus de YouTube, parce que je me suis dit, c'est un format qui est plus puissant, qui est justement plus immersif. T'as plus le temps aussi de transmettre les choses aux gens et de créer un lien avec les gens. Et donc j'ai essayé un peu de m'y mettre aussi. Ça, on en parlera un petit peu plus en détail puisque c'est assez intéressant. Donc voilà un petit peu comment j'ai créé mes premiers contenus. Et une question que vous m'avez beaucoup posée, c'est comment en fait tu gères le regard des autres quand en fait tu te filmes, tu parles à une caméra, tout ça. Alors d'un point de vue purement, j'ai envie de dire, cercle social, moi j'ai perdu presque tous mes potes du lycée parce que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce qu'en fait, c'est gênant mec. Normalement t'es spectateur et là d'un coup tu te prends pour acteur. Alors tu vas faire des vidéos, tu penses que t'es assez bon pour faire des vidéos. Il y a un côté où les gens le prennent comme ça. Les gens le prennent en mode non mais genre toi tu vas faire des vidéos. Toi là, mais t'as pas les épaules pour. Sauf que au fur et à mesure, tu fais et quand ça devient un petit bout de ton identité, que les nouvelles personnes que tu croises, tu te présentes comme ça en disant écoute ouais moi je suis coach sportif et je fais de la création de contenu. Et les gens sont un peu émerveillés de se dire « Ah ouais, tu fais des vidéos ? Vas-y, montre un petit peu c'est quoi ?» Et quand ça fait partie de ta nouvelle identité, les gens l'acceptent et même te soutiennent. Par contre, tes anciennes connaissances, pour beaucoup, ça va leur faire un choc. Ils sont pas prêts à te voir bouger dans ce sens-là. Et il y a un petit peu ce mème qui est un peu... très vrai malheureusement, c'est qu'en fait, si tu penses que tes potes te soutiennent, lance un projet. Alors après, si un pote commence à créer du contenu, t'es pas obligé de partager partout, on est bien d'accord, t'es pas obligé de repartager toutes ces vidéos, mais juste regarder, liker, de temps en temps mettre un petit commentaire, lui envoyer un petit message pour lui donner de la force, ou peut-être lui donner un conseil, un avis, un truc, mec, ça c'est un soutien de fou, c'est trop bien. Mais t'as beaucoup de gens en fait qui vont pas vouloir trop te voir évoluer. Et surtout, ils espèrent un petit peu secrètement que tu te casses la gueule pour dire je le savais, tu vois. Après voilà, c'est comme ça, c'est humain, c'est quand tu veux évoluer, quand tu veux progresser, t'as certaines personnes qui t'ont connu justement un peu d'avant ce que tu aies cet élan pour la création ou pour juste le lancement d'un projet, ils espèrent que tu réussis pas, parce que si tu réussis, ça leur renverrait un petit peu à leur image de eux, qui ne font rien, et du coup qui ne risquent rien, mais du coup, ils n'échouent pas. Et si toi tu fais et tu échoues, ils se diront ça va en fait. J'ai eu peur. Si jamais il réussissait, ça voudrait dire que moi, en fait, je fais rien depuis le début, alors que je devrais. Donc ça, après, c'est plus de la psychologie humaine qu'autre chose, mais le regard des gens aussi autrement, faut se dire que
Quand tu te filmes et que les gens te voient te filmer, mais le pire c'est le face caméra. C'est là, tu vois, je suis tranquille, je suis dans mon bureau en train de filmer, ça va, il y a vraiment zéro pression. Je filme beaucoup moi en salle de fitness, en parc de street, sur des pistes d'athlée, et je filme, je parle à la cam. Je parle à mon tel quand je shoot à l'iPhone, et donc les gens te regardent bizarre. Mais, je te dis un truc, faut accepter d'être bizarre. Accepte d'être complètement autiste. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on utilise les mots comme ça, moi c'est ma façon de parler, donc en situation secondaire, je fais ce que je veux. Accepte d'être complètement autiste, et d'être dans ton truc, de penser qu'à ton truc, de faire ton truc. Et les autres à côté, c'est des PNJ. C'est des PNJ, c'est des personnages non joueurs. Toi tu fais quelque chose, toi tu essayes d'avancer, toi tu prends des risques, toi tu sors de ta zone de confort. Et cette sortie de zone de confort, un jour elle va se matérialiser par des résultats, par des opportunités, par des victoires. Mais c'est plus facile d'être un PNJ et de critiquer. Très clairement. C'est plus facile d'être à la salle. T'as envie de te filmer mais t'oses pas le faire toi. Mais tu vois un gars qui le fait, qui ose et qui parle à la caméra. C'est facile de se moquer. C'est facile d'aller voir tes potes et dire « T'as vu lui, l'influenceur ?» C'est facile. Par contre, se filmer, ça c'est un petit peu plus inconfortable. Mais une fois que tu le fais, que tu le refais, et que tu trouves le sens là-dedans, le regard des autres, t'en as plus rien à branler. Et littéralement, t'en as plus rien à branler. Donc il faut accepter d'être bizarre. Moi j'accepte, je vais à la salle, je vais avec ma caméra en plus, mon trépied frérot, mon trépied il est énorme, il est orange, tu peux pas le louper. Je filme, je parle. Je sais qu'il y a des gens, ça me regarde bizarre. Ça me juge, ils ont peur de l'appareil photo, alors je fais hyper attention, petite précision, je fais hyper attention à pas prendre les gens à leur insu en vidéo, ça c'est juste du respect de base, on est bien d'accord. J'essaye en plus d'aller filmer à des heures où il n'y a pas grand monde pour justement déranger le moins possible, et surtout priorité à l'entraînement. Si je suis sur une machine en train de filmer et qu'il y a un frérot qui veut faire sa série, je fais bah écoute, il n'y a pas de souci, je te laisse la machine, priorité à l'entraînement. Voilà, moi pour le tournage, c'est à moi de jongler un petit peu avec les aléas, on va dire, de l'instant présent. Mais quand tout ça fait sens, en fait, t'as plus la question du regard des autres. Tu sais que les gens te prennent pour un mec bizarre et c'est accepté. C'est accepté. Donc vraiment, c'est très bateau ce que je veux dire, mais n'aie pas peur du regard des autres, parce qu'en fait, y a une phrase comme ça qui est vraie, c'est les gens qui critiquent sont pas les gens qui sont heureux dans la vie. Et n'écoute pas les critiques de quelqu'un à qui tu n'écouterais pas ses conseils. Frérot, si le mec, il est en inertie complète, il est juste spectateur, il a jamais rien tenté, toi tu tentes, tu sors de ta zone de confort, tu flippes un peu mais tu le fais quand même parce que t'es courageux, et ça vient se moquer sur toi, bah écoute, en fait qui c'est le plus nul dans l'histoire? Celui qui fait ou celui qui se moque de celui qui fait? Moi j'ai déjà ma réponse. Autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je suis addict aux statistiques? Et la réponse, elle tient en 3 lettres. Oui. Parce qu'il faut bien imaginer, quand tu mets des efforts dans un contenu vidéo, en fait, il faut voir ça comme une dichotomie du contrôle. Tout ce que tu contrôles, c'est la création de la vidéo, donc le script, le tournage, le montage, les plans, tout ça, la musique, les sous-titres, tout ça, tu le contrôles. Une fois que tu le publies, tu contrôles plus. Mais tu as envie de voir quand même ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe, parce que bah en fait t'as mis du temps, t'as mis de l'énergie, t'as mis de l'envie, et en fait bah tu regardes tes stats. Et moi j'avoue que je le fais beaucoup trop sans doute, mais on va dire ça fait partie du jeu, faut que j'arrive à m'en libérer un peu. Mais après t'as aussi du coup une hiérarchie qui se crée dans ta tête, c'est con, mais quand t'as un créateur qui a plus de visibilité que toi, qui a plus de followers que toi, la traduction dans ton cerveau c'est il est meilleur que moi, point. Sauf que y a des petits créateurs qui peuvent impacter beaucoup plus positivement des gens qu'un gros créateur qui ne le ferait pas du tout. T'as des petits créateurs qui peuvent apporter beaucoup plus de valeur qu'un gros créateur qui ne le ferait pas du tout. Donc en fait, les statistiques sont un indicateur un petit peu de combien de personnes vont aller voir ce que cette personne fait, ou le soutiennent, ou sont intéressées par ce qu'il propose, mais l'impact derrière, on peut pas tant le mesurer. Tu vois, quelqu'un qui va faire du contenu purement divertissement, qui du coup en fait va juste divertir les gens, alors en soi il fait rien de mal on dira, voilà, c'est du divertissement, mais imaginons le gars il a 1 million d'abonnés, imaginons que tu as un créateur de vidéos qui est spécialisé dans un truc, je sais pas, par exemple la nutrition, quand tu as des allergies au gluten. Donc ça tu vois, ça va toucher un petit pourcentage de la population. Mais imaginons ce gars il a 10K, et ces 10 000 personnes sont tous des personnes qui connaissent ou qui sont intolérants au gluten, allergiques au gluten. Et en fait, ces conseils vont peut-être
être plus pertinents, vont peut-être impacter plus positivement, vont peut-être au-delà de ça changer plus de vie que le gars qui fait juste du divertissement. Donc en fait, dans ton cerveau, quand tu fais de la création de contenu, t'es forcément en fait à te comparer aux stats des autres, à regarder tes stats, à checker comment ça monte, et il y a des moments où vraiment tu peux enchaîner des stats de merde sur des vidéos alors que tu as l'impression que tu mets des tripes, que tu changes des trucs, que tu tentes des nouvelles choses, et tu sais pas pourquoi, bah ça marche pas. C'est un lâcher-prise à développer, à apprendre et à comprendre un petit peu, mais c'est pas évident. Ça, je te le reconnais, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, pour répondre plus simplement, oui, je suis addict aux stats. Ça, c'est un des points négatifs, on va dire, de la création de contenu. T'en as un autre, ça peut être le temps d'écran. C'est lié. Au plus tu passes, on va dire, de temps à créer, mais aussi à regarder, à faire de la veille, entre guillemets, enfin, à checker bêtement tes stats, au plus tu passes du temps sur ton tel, et en vrai, c'est chiant parce que ça te bouffe du temps dans ta journée, et c'est clairement pas idéal, c'est clairement pas le bon truc pour ton temps, ton énergie, ta productivité, ta santé mentale, bref. Le temps d'écran, j'en ferai une vidéo, je pense, parce qu'il faut que je me mette un coup de pied au cul, que je mette des mots dessus. Ça, c'est un truc, vraiment, le temps d'écran, j'ai envie de le baisser, j'ai envie de le diminuer, j'ai envie de pouvoir vraiment faire le strict minimum sur mon tel, et avoir un max de temps pour d'autres trucs à côté. Mais ça, je pense, ça méritera sa propre vidéo, pour qu'on puisse vraiment en parler tranquillement là-dessus. Ça, c'est du coup, je vais dire, les deux gros points négatifs de la création de contenu. Sinon, tout le reste, c'est un générateur d'opportunités de fou. Quand tu mets les tripes, quand tu essayes de faire les choses bien, en fait, ça se voit. Une vidéo, quand tu veux faire les choses bien et quand tu te donnes de la peine, ça se voit. Et du coup, ça peut créer des opportunités de fou. Moi, comme je te disais à titre perso, mon coaching en ligne, c'est-à-dire que je travaille en tant que coach sportif diplômé en distanciel avec des athlètes de toute la francophonie. Voilà, j'ai des Belges, j'ai des Suisses, j'ai des Français, j'en ai même au Canada, j'en ai un en Australie actuellement. Enfin, c'est trop bien, tu vois, ça me permet de travailler avec tout le monde. J'en ai un au Luxembourg aussi, putain, faut pas que j'oublie. Mais en fait, voilà, c'est trop bien. Et la création de contenu, en fait, me permet, comme je fais du contenu fitness, santé, et puis nutrition un petit peu aussi, ça me permet de créer un peu une roue comme ça où les gens regardent mon contenu, les gens passent du temps avec moi, et au plus en fait cette roue de la confiance continue à rouler, au plus les gens se disent bah écoute, c'est que Tristan, je suis son contenu depuis un moment, j'ai un besoin qui est de progresser physiquement ou en termes de perf, je sais qu'il fait du coaching, et bien si je devais prendre quelqu'un, je pense que ce serait lui. Et c'est pour ça que moi, ma création de contenu, elle est hyper importante, elle fait tourner mon activité de coaching. Au-delà de ça, je suis aussi créateur de contenu, c'est-à-dire pour les UGC, donc pour les marques. Ça, pour l'expliquer rapidement, c'est en gros, les marques me payent pour que je réalise leur publicité, leurs ads et leurs vidéos organiques parfois, donc les vidéos qui sont sur leur compte ou même leur site internet. Et donc, en fait, j'ai pu bosser avec énormément de marques là-dessus, parce que la création de contenu, si tu sais parler à une caméra, c'est surtout ça qu'ils recherchent honnêtement, c'est une putain d'opportunités, enfin c'est même un générateur d'opportunités. Tu peux travailler avec des grosses marques, je travaille encore avec Fitness Park France, je suis trop content, ça se passe trop bien, je travaille avec Sport 2000, avec Decathlon, je travaille avec des grosses marques de compléments alimentaires, vraiment c'est juste trop bien, j'ai énormément de chance et je suis très reconnaissant pour ça, et en fait, tout ça c'est grâce à la création de contenu. Si mon activité coaching continue à augmenter, si justement je peux trouver des gens à aider et après que j'assure effectivement le service de coaching derrière et que je les aide et que... Enfin, tout ça, c'est grâce à la création de contenu. Sans la création de contenu, je n'aurais pas la vie que j'ai actuellement. Et pourtant, comme on l'a vu au début, mes stats, elles sont pas folles. Parce que en fait, tu peux avoir des grosses stats et ne pas gagner d'argent, ne pas vivre de la création de contenu. Tu peux avoir des petites stats et vivre beaucoup plus confortablement la création de contenu. Donc c'est un petit peu bâtard pour ça, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la conversion quantité-qualité de ton audience. Ça, c'est un petit peu ce qu'on aime bien se dire quand t'es un créateur de contenu pas très grand, c'est te dire, oui, mais moi, mon audience, elle est de qualité. Ça te rassure mentalement au niveau du cerveau, voilà, tu trouves une excuse, tu fais, non, mais moi, c'est parce que mon audience, elle est de qualité, tu comprends. Alors qu'en vérité, c'est juste qu'on fait peut-être pas les bons trucs, peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs pour grossir plus. Parce que proportionnellement, au plus t'as une grosse audience, au plus tu peux aider de gens, au plus tu peux les impacter. Donc ça dépend après de ta mission, de ton message. Moi, le mien, par exemple, c'est vraiment d'emmener les gens du côté sport à ne pas regarder leur corps que comme une enveloppe, mais comme quelque chose qui est capable de faire aussi. C'est pour ça que je parle beaucoup de performance en plus de physique, c'est que si jamais tu travailles aussi l'aspect performance de ton corps, tu vas te rendre compte qu'en fait, que putain, ton corps est capable de faire ça.
tu vas témoigner encore plus d'amour pour lui, et en plus souvent en bossant sur le volet performance, tu lâches un peu prise sur le volet physique purement, et tu te bloques un peu moins des fois, et c'est comme ça des fois en faisant les deux que tu progresses le plus, que tu arrives à un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus esthétique, et ça fait qu'en plus, tu es content de ce que tu vois dans la glace, tu kiffes ton corps au quotidien, tu peux te mettre en maillot de bain sans problème, tu peux te mettre torse nu à la plage sans problème, t'as pas honte, t'es fier de toi, et en plus tu sais que ton corps, mais il est capable de faire des trucs de fou d'un point de vue perf. C'est ce que j'essaye d'emmener, avec bien sûr en fond l'aspect santé, l'aspect longévité, donc ça notamment via les bonnes habitudes santé, le fait de lutter contre la sédentarité, c'est un petit peu le gros message moi que je porte et que j'essaye de diffuser le plus possible. Et puis la création de contenu, il y a quand même d'autres avantages, ça j'en ai pas parlé, mais ça devrait peut-être être le premier truc, c'est des rencontres. Parce que en créant du contenu, tu vas connecter avec d'autres créateurs et crois-moi que tu vas trouver des gens qui te ressemblent. C'est-à-dire que tu vas trouver des gens qui sont un petit peu faits du même bois que toi. Parce que pour allumer une caméra, parler à cette caméra, vouloir diffuser du positif, en tout cas, je parle dans la même niche. Forcément, il y a des créateurs de contenu, t'as rien à voir avec eux. Mais si c'est un petit peu dans la même démarche, dans la même niche, tu vas rencontrer des pépites. Tu vas rencontrer peut-être tes futurs meilleurs potes. Et ça fait qu'en fait, tout simplement, vous êtes faits du même bois, et vous allez voir vos contenus respectifs, vous allez prendre un petit peu contact, vous allez vous voir en vrai, et là ça va être le coup de foudre amical parce que vous vous êtes dit putain mais en fait on a commencé les vidéos presque pour la même chose. Cette volonté de liberté, cette volonté d'aider les autres, d'apporter de la valeur, et ça fait que tu vas te faire des potes mais en or quoi. Moi je sais que j'ai pu rencontrer énormément de frérots grâce à la création de contenu, c'est juste génial, franchement, parce que il y a beaucoup d'ego aussi, hein, parfois, parce que tu regardes des créateurs qui réussissent mieux que toi, mais avec certaines personnes, tu sens justement que la personne est sympa, que la personne a une bonne âme, entre guillemets, au fond, et du coup, tu te dis ça, ce gars-là, je le garde en tête, il faudra qu'on essaye de se capter, et je suis sûr qu'on s'entendra très bien. Mais franchement, la création de contenu, ça te permet aussi d'avoir des rencontres de fous. Ça, c'est juste dingue, vraiment. Après, tu rencontres aussi des fous. C'est peut-être le moment de faire le volet un petit peu peut-être plus négatif. Parce que là, en vérité, je te parle que du côté positif de la création de contenu, mais t'imagines bien qu'il y a un côté obscur à publier sur Internet, qu'il se passe des choses. Alors, certains créateurs le vivent malheureusement beaucoup plus que d'autres et ça peut les impacter mentalement, donc je rigole, mais faut pas en rire. C'est tout ce qui va être haine, menaces, insultes, propos déplacés. Et pour te faire un petit peu, moi, mon petit palmarès là-dessus, j'ai déjà reçu des menaces mais véridique, alors que moi je fais du contenu fitness et j'ai jamais dénigré qui que ce soit, j'ai jamais repris des vidéos d'autres coachs pour aller les critiquer quoi que ce soit, mais j'ai déjà des gars dans mes DM, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être ma gueule qui ne leur revient pas. J'ai déjà eu premier degré un nombre assez conséquent quand même de menaces dans mes DM alors que je ne connais même pas la raison, je ne connais pas la raison de leur énervement, mais voilà. Alors des gens qui n'aiment pas ta tête, qui t'insultent, que ce soit toi, ton physique, ton travail, ce que tu dis, j'en ai eu énormément. Te dire que tu deviens hermétique, ce serait faux. Tu deviens pas hermétique puisque tu es humain. Donc quand tu vois un commentaire négatif, surtout évite le matin. Ça c'est un truc que je fais, c'est un mauvais réflexe. Si je me réveille, je vais checker les stats. Et quand tu commences avec quelques commentaires négatifs, que ce soit sur ton physique, ta gueule ou tes propos, ton travail, tu commences pas bien la journée. Les premiers moments de ta journée, c'est le plus important pour bien lancer ta journée. Si tu commences par t'infliger ça dans la gueule, c'est sûr que ce sera pas évident. Donc, mauvais réflexe, ne le fais pas. Ne le fais clairement pas. Parce que, en fait, ça va te lancer sur une mauvaise dynamique. Mais ça existe. Je me suis jamais mangé, moi, de bad buzz ou quoi que ce soit. Et j'ai eu un moment, une grosse décision à prendre, pour être honnête avec toi. Je me rappelle très bien, c'était une vidéo TikTok où, en fait, je parlais des graines de chia. Et je parlais en fait de leur intérêt en termes de bienfaits, tout ça, et de leur apport en protéines. Sauf que, moi dans l'écriture de la vidéo, en fait je me loupe. Je me loupe sur la quantité de protéines que ça contient au 100 grammes. Et en fait je donne une information erronée, beaucoup plus importante en fait. Dans l'explication, dans la vidéo que je faisais, en fait par erreur, je donnais les graines de chia comme vraiment un truc hyper protéiné alors que ça n'était pas tant que ça. Et ça fait que c'était pas volontaire de ma part, je publie la vidéo, et je vois que cette vidéo est en train de bouffer. Mais de bouffer des vues de fou, entre les gens qui me défoncent parce que je donne des mauvaises stats et le chiffre est pas bon. Donc ces gens-là, ils ont raison, hein, parce que en fait, j'ai commis une erreur et tout, et je me rends compte que maintenant. Sauf que cette vidéo, je te dis, de seconde en seconde sur TikTok, j'étais en train de refresh, je prenais des abonnés, je prenais des likes, elle était en train de monter.
J'ai dû la laisser honnêtement quelques minutes. Elle montait, elle ne s'arrêtait pas, elle allait atteindre les 50K, mais vraiment quelques minutes. Donc ça allait partir vraiment en missile, tu vois. J'ai chopé des abonnés et tout ça et tout. Et je me suis dit, Tristan, t'as commis une erreur. C'était pas volontaire de faire de la fausse information, tu vois, de faire de la désinformation. Maintenant, tu assumes. Et j'ai appuyé sur supprimer. Et là, j'ai su ce jour-là quel genre de créateur de contenu j'étais. Peut-être pas celui qui perce, mais au moins celui qui vend pas de la merde à son audience et qui diffuse pas de la merde. Et niveau propos déplacés, j'ai eu ma dose. En plus, comme j'ai participé à Mister France l'année dernière, autant te dire que j'en ai eu un sacré paquet. Mais le pire souvenir que j'ai, c'est une des premières vidéos que je poste, tout simplement. Je faisais une démonstration des dips en street workout et après, je passe par-dessus la barre. Et quelqu'un avait screen ce passage-là où on apercevait à peine mon entrejambe. Et il m'envoie un message privé. Ça se voit que t'en as une grosse, toi. Premièrement, c'est un mensonge. Deuxièmement, c'est quoi se détraquer? Putain, je me rappelle, j'étais en train de marcher, je déverrouille mon tel, je vois que j'ai un message, je regarde ça, je fais... Et je me dis, mais attends, je fais une vidéo street workout pour montrer un mouvement, et c'est ça que les gens ils retiennent. C'est ça. Je me disais, waouh, effrayant. Et malgré ces petits points négatifs, on va pas se le cacher, la création de contenu, c'est quand même un générateur d'opportunités incroyable. Je suis très reconnaissant là-dessus. Les statistiques que j'ai, bon, elles sont ce qu'elles sont, c'est pas très grave, tu vois. On va continuer à progresser, on va continuer à faire monter tout ça. Et en soi, moi je suis hyper heureux de faire ce que je fais actuellement. La vie est belle, comme j'aime le dire, parce que c'est le cas. Et franchement, la création de contenu m'a permis de créer la situation que je vis actuellement et je me sens très heureux là-dedans. Donc je suis trop content, quoi. Donc si toi en vrai tu hésites à créer du contenu, tu as cette petite idée dans le coin de ta tête mais tu oses pas, bah écoute, peut-être que cette vidéo c'est ton petit déclic. Parce qu'avec tout ce que je t'ai raconté, tu sais un peu à quoi t'attendre, le bon comme le mauvais, mais dis-toi qu'en fait tu risques rien. Et puis en soi tout le monde est un petit peu créateur de contenu aujourd'hui. Il suffit de se filmer à la salle avec un petit trépied, ton iPhone, tu postes, t'es créateur de contenu. En fait, il n'y a plus non plus une étiquette bizarroïde as fuck sur le fait de se filmer. Tout le monde le fait un petit peu. Donc, en soi, vas-y. Certes, il y a plus de concurrence, mais en soi, il suffit que tu sois un peu meilleur, que tu donnes vraiment quelque chose et que tu fasses différemment, que tu fasses ta patte. Et les gens me disent souvent, ouais, mais je commence par quoi? Et je leur réponds toujours la même chose. Raconte ton histoire. Raconte ton histoire en vidéo. Parce que tu as forcément vécu des trucs, tu es forcément dans une situation en fait qui est intéressante. Les gens aiment les histoires. Les gens aiment justement avoir l'expérience des autres personnes. Donc il faut que tu racontes ton histoire. Moi, j'ai pas énormément de choses à raconter sur mon histoire parce qu'elle est assez classique entre guillemets. C'est ce que je fais un petit peu sur cette chaîne secondaire aussi. Je me permets de parler un petit peu plus de moi et de parler un petit peu de choses qui me traversent l'esprit. Mais si tu as un passé avec pas mal d'événements, avec en fait beaucoup de situations, de déclics, de moments, même ça peut être des moments tristes entre guillemets, c'est ton histoire. Donc, ça peut être intéressant de la raconter. Et si tu doutes sur, ok, quel premier contenu je peux faire, raconte ta putain d'histoire. Raconte-la, fais des liens avec ce que tu vis actuellement, parle peut-être de tes objectifs aussi, pourquoi est-ce que tu fais des vidéos. Et sois clair avec toi-même, pose-toi cette question. Pose-la toi sur papier, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire des vidéos? Est-ce que j'ai envie de pouvoir créer une activité? Peut-être booster une activité si tu es à ton compte ou si, je ne sais pas, tu peux avoir besoin de ça? Ou est-ce que c'est par besoin créatif parce que ça me fait kiffer? En fait, toutes les raisons sont bonnes, donc fais-le. T'as pas besoin d'avoir une caméra comme je le fais moi, un iPhone, ton téléphone, ça suffit, mais fais-le. En fait, commence. N'attends pas la vidéo parfaite aussi, ça c'est... Mec, ça c'est le truc le plus important. N'attends pas la vidéo parfaite, elle n'existe pas la vidéo parfaite. Elle n'existera jamais. Donc, crée, publie, améliore et continue. En fait, n'attends pas d'être prêt, n'attends pas le bon moment. Il n'existe pas le bon moment, il n'existera jamais. Donc fais-le. En fait, entre les gens qui ont cette idée dans un coin de la tête de lancer un projet, de créer des vidéos, et les gens qui le font et qui ensuite vont réussir et s'améliorer, évoluer, la différence, elle est dans l'action, tout simplement. Il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui réfléchissent. Je te conseille aussi de réfléchir de temps en temps, c'est pratique. Mais agis. Moi, tu vois, par exemple, en création de contenu, je me considère comme un artisan. Je suis pas un technicien, je suis un artisan. C'est-à-dire que
Ma caméra, honnêtement, cette année, j'ai découvert des paramètres qui me permettent d'avoir une meilleure image, une meilleure lumière. Frérot, ça fait 2 ans que je l'ai et que j'utilise hyper mal ma caméra. Est-ce que c'est grave? Non, parce que je l'ai utilisée. Pendant 2 ans, j'ai fait des vidéos avec cette cam et ça m'a permis de commencer à créer quelque chose. Alors oui, l'image n'était pas parfaite, le son n'était pas parfait, mais ça s'améliore. Le plus important, c'est de faire, donc agis. Et maintenant, si tu te posais la question un petit peu quoi faire comme type de contenu, ça peut être peut-être du podcast, comme moi. Juste raconte, travaille ta voix, ton élocution, ce fil rouge, la narration. Ça peut être du format réel pour Insta, TikTok, filme tout ton quotidien. Tu peux faire des voix off par-dessus, tu peux faire du texte, tu peux te filmer en facecam. Ça, c'est très humain aussi, c'est très vivant. Et c'est un effort qui est assez inconfortable, peu de gens le font, mais ça, c'est aussi une plus-value. Et sinon, même si t'es vraiment déter, tu peux faire du format YouTube, comme je le fais actuellement. Alors, tu peux le faire en chaîne secondaire, peut-être si tu as envie dans un premier temps de te prendre la main, d'apprendre un petit peu, sans trop de pression, tu vois. Ou alors tu peux le faire en mode chaîne principale, à fond. Je vais t'expliquer un petit peu, moi, ma vision de la chose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé, on va dire, ponctuellement, je pondais une vidéo par-ci, par-là. Après, j'ai travaillé avec quelqu'un pour justement synthétiser un peu ma vision sur YouTube, tout ça. Et ça fait que pendant une certaine période, en fait, j'ai publié presque que du contenu YouTube. Instagram, TikTok, j'ai presque plus publié parce que j'étais focus format long et j'avais du mal en fait à penser et avoir des idées pour le format court et pour le format long. Donc, tout simplement, j'ai créé plein de vidéos, j'ai essayé plein de trucs. J'ai travaillé et je travaille toujours avec un Media Maker qui est excellent. Franchement, merci beaucoup pour ton taf, t'es le GOAT. J'ai bossé avec quelques monteurs vidéo aussi pour essayer, j'ai monté beaucoup de mes propres vidéos, j'ai des sujets qui ont bien marché, d'autres pas du tout, et au final, tu vois, on arrive à peu près, je crois, 15 vidéos publiées en l'espace de moins d'1 an, donc c'est pas dégueu, tu vois, ça fait plus d'une vidéo par mois, je tournais environ 2 vidéos par mois pendant un moment, et en fait, je suis que à 3000 abonnés, donc c'est pas beaucoup. Honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas foufou non plus, mais ça m'a permis d'apprendre et de tester des trucs. Et en soi, un truc qui est un petit peu ingrat, c'est que tu vois la chaîne secondaire que tu regardes, j'ai des vidéos où juste, même chose, j'ai posé ma cam, je parle avec... y a pas de montage, à part 2-3 cuts pour les moments où je tousse, je me mouche, quoi que ce soit, où je bois de l'eau, et encore, ça je les laisse. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de montage. Je me prends pas la tête. La miniature, c'est une photo ou un imprimé écran. Et ces vidéos-là, parfois, font plus de vues que les vidéos que je travaille, sur les vidéos auxquelles je paye un Media Maker, sur les vidéos auxquelles je paye un monteur. Et en fait, des fois, tu te dis, mais waouh! Parce que, des fois, ce qu'il faut aussi, c'est un peu du naturel. Tu vois, par exemple, les contenus comme ça, que tu peux écouter comme je suis en train de faire en faisant autre chose, des fois, ça parle plus aux gens. Ils ont plus envie. Si tu parles de ton histoire, ce que je fais parfois aussi en vidéo sur la chaîne secondaire, ça parle plus aux gens. Ils ont plus envie de comprendre. Putain, c'est qui Tristan en fait? C'est quoi son passé et tout? Plutôt que, 4 habitudes excellentes pour la santé. Ok, cool mec, mais cette vidéo, elle peut exister en x15 d'un côté, tu vois. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai scindé en deux. Un côté où j'ai envie de traiter les sujets justement dont je t'ai parlé qui couvrent mon message, et de l'autre où j'ai envie de parler un petit peu plus de moi, de ce que je fais, de ce que j'aime faire, sans pression, sans attente d'un point de vue stat, et je poste. Je poste parce que ça me permet de continuer à progresser déjà d'un point de vue vidéo, d'un point de vue élocution, d'un point de vue formulation, des idées, et ça me permet de créer, et cette petite chaîne secondaire, les gens qui tombent dessus, c'est pas rare qu'ils deviennent clients. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au plus tu passes de temps avec une personne qui te parle d'elle-même, de son histoire, de son parcours, au plus en fait, ça te donne du rapprochement, une confiance envers cette personne. Si tu apprécies son contenu et qu'elle propose un service ou un produit qui correspond à un de tes besoins, tu es beaucoup plus à même d'aller vers cette personne parce que tu as l'impression de la connaître. Et on fonctionne comme ça, nous les humains, on fonctionne à la confiance. Donc voilà, on en revient au point d'un petit peu raconter son parcours, son histoire. Donc si tu veux créer du contenu, commence par ça, c'est le plus important. Et je vais terminer cette vidéo par l'anecdote que je t'ai un petit peu teasé au début, l'étranglement payant. Ça se passe pendant ma première année de création de contenu. Je reçois un DM sur Insta dans le train. Je l'ouvre et je vois que c'est quelqu'un qui me propose de participer à un projet de court-métrage. Moi je me dis, attends mec, tu fais des vidéos un peu pétées? Bon, à l'époque je trouvais ça cool. Tu fais quelques vidéos et on te propose un court-métrage. Je me dis, mec, si dès ma première année on propose ça, peut-être qu'après il y aura encore plus de trucs et tout. Et je prends des infos et tout, et le gars me fait un petit peu le scénario. J'incarnerai un sportif au courant un petit peu des manigances du gouvernement,
Et du coup, ce serait un petit peu ça l'ambiance. Et je travaille un petit peu pour révéler ces manigances. Mais sauf que le gouvernement me tombe dessus, m'étrangle, je meurs. Sauf qu'à la fin, on a le fameux plan de la main qui bouge pour dire qu'il y a peut-être une suite. Donc, court-métrage, scénario que je te laisserai juger, voilà. Moi j'étais hype, moi j'étais hype de fou, j'étais ok, trop bien. Et on commence à discuter tout ça et tout, il me parle du projet, on fixe un prix. À l'époque, je dis quoi? Alors, honnêtement, aujourd'hui, tu me proposes un court-métrage, je te dis pas du tout le même prix. Au début, je dis 150 €. Et dans ma tête, c'est une grosse somme. Et le gars me dit, ok. Dans ma tête, je suis en mode, oh, trop bien, 150 €, waouh. Aujourd'hui, je te dis, je dirais pas le même prix. Mais surtout, on parlait de la scène d'étranglement. Mais chill, normalement. Et il me dit quoi au téléphone? Il me dit, ouais, par contre, pour la scène d'étranglement, j'ai envie que ce soit réaliste. Je fais, ok. Par contre, je te dis, voilà, à ce moment-là, j'étais en STAPS, on faisait des cours de judo, donc on voyait justement l'étranglement. Je lui fais justement, en judo, on voit l'étranglement, je sais gérer un petit peu. Par contre, si jamais ça va trop loin, je te mets une golden, je pense, tu vois. Je lui ai dit cash. Je lui ai dit, je pense que je peux t'en mettre une. Donc il m'a dit ok et tout. Il m'envoie le contrat, et dans les clauses du contrat, il y a écrit pour la scène de l'étranglement, si jamais l'acteur meurt, est blessé ou handicapé à vie, il ne peut pas se retourner contre le producteur. Dans ma tête, je me suis dit mais frérot, tu crois que je vais signer ça pour 150 balles, je vais pas aller me faire étrangler. Et anecdote de fou, du coup le gars je décline, j'ai un pote à moi, un très très bon pote à moi, qui a reçu la même invitation, la même opportunité, et lui, il y est allé. Et lui, il s'est fait étrangler. Bon, il va bien, je te rassure. On en parlera peut-être si jamais on refait une vidéo ensemble. Ce con, il s'est fait étrangler pour 150 balles, et puis il est parti. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Un petit like, et à t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines. Surtout, mes athlètes, prenez soin de vous. Ça, c'est très important. On se retrouve très bientôt. C'était Tristan.